c'est la fonction, on est élu pour protéger, défendre. On est au service de nos électeurs, quoi. Parce que quand on a de telles responsabilités, c'est une obligation d'expliquer, c'est une obligation de faire les choses collectives. C'est pas le pharmacien responsable qui prend les décisions tout seul. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. Les bons pharmaciens responsables, à mon sens, sont des gens qui ont créé des équipes, se sont entourés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Grâce à Guillaume Desroudil et Pôle Pharma, j'ai pu entrer en contact avec Stéphane Simon et faire cet épisode que je voulais faire depuis très longtemps. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Donc je suis pharmacien depuis 30 ans, pharmacien responsable depuis presque 30 ans aussi, et président de la section des pharmaciens industriels de l'Ordre depuis 3 ans. Trop bien. Alors restez avec nous parce que dans cet épisode, nous allons parler bien entendu de l'ordre, de la section B et de ses missions, mais surtout du rôle du pharmacien responsable, du code de déontologie et surtout, on va répondre à cette question, est-ce qu'on joue vraiment son diplôme sur chaque décision ? Alors Stéphane, est-ce que président de l'ordre des pharmaciens, c'est un travail à temps plein ? Alors ça dépend des moments, mais c'est rarement à temps plein. Les élus de l'ordre sont des professionnels. Ils sont tous des professionnels, qu'ils soient des pharmaciens d'officine, des pharmaciens biologistes, des hospitaliers, des pharmaciens industriels. C'est indispensable. Il faut avoir une fonction professionnelle active. Et alors donc, c'est une fonction, selon son activité professionnelle, selon l'intensité, selon les projets, selon les crises, eh bien, on y consacre tout ou pas du tout, tout ou partie de son temps, ou pas du tout même. Il arrive qu'on décroche pendant quelques semaines, quelques mois, voilà. Mais quand même, comme tout engagement, on est élu, on a un mandat, il y a des gens qui ont voté pour nous, et donc on s'oblige quand même à être investi, engagé, se forcer, et quand on a la passion, c'est pas très compliqué en fait. Trop bien, ça a l'air, vu de ma fenêtre en tout cas, un travail important, enfin en tout cas c'est en tout cas vu de ma fenêtre une fonction prestigieuse. Étant pharmacien moi-même, j'ai beaucoup entendu parler de l'ordre, de la section B, j'y étais inscrit pendant un moment. Et donc ça reste quand même un peu mystérieux, donc on reparlera un petit peu des missions de l'ordre un peu plus tard, mais est-ce que vous avez un peu d'informations sur le contexte et la raison de la création de l'ordre des pharmaciens ? Alors, je crois que ça a été créé après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Comme d'autres ordres professionnels, c'est parce qu'il y a un peu des spécificités. Et en gros, c'est un deal entre l'État et les pharmaciens. Mais ça a été le cas, je pense, pour les médecins avant, et les architectes, les avocats. C'est un deal qui dit en gros, on vous donne un monopole sur l'activité pharmaceutique, mais en échange de quoi vous faites la police. On vous délègue l'activité de réguler en fait la profession. Son accès, pour que les pharmaciens qui rentrent dans ce monopole, on soit sûr que ce soit des gens compétents, diplômés, voilà. Et aussi la police. C'est-à-dire, si ça marche pas, vous vous débrouillez. En fait, vous sanctionnez les gens, on vous donne le pouvoir de sanction. Et tant que ça marche comme ça, ça marche. Si jamais ça dérape, alors on reprend le contrôle sur le truc et c'est l'État qui va faire la police. Donc c'est une délégation en fait d'activité publique, de mission publique, parce que c'est une profession qui donc a un impact potentiellement très fort. Ouais. Sur les citoyens français ou européens, comme un médecin, comme un avocat, comme un architecte qui fait des bâtiments. Il y a un ordre qui est chargé de surveiller que les architectes qui font des bâtiments et qui sont potentiellement dangereux, ou en tout cas qui doivent respecter des normes, un ordre qui régule en fait la qualité des architectes comme la qualité des pharmaciens. Donc c'est parce que c'est une profession réglementée qu'il y a un ordre, et donc toutes les professions réglementées ont un ordre comme l'ordre des pharmaciens, quoi. On pourrait dire ça. Et c'est même des dispositions européennes. La directive 2001/83 prévoit qu'il y a des personnes qualifiées et des instances pour réguler ces personnes qualifiées. Alors, selon les États, ça prend des formes différentes. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Ouais, trop bien. Et est-ce que
est-ce que ça a un rapport avec les guildes de l'ancien temps, du Moyen-Âge, etc. Ou alors est-ce que c'est complètement... Parce que moi, quand je pense à l'ordre des pharmaciens, j'ai lu pas mal de livres, j'ai lu pas mal de romans, etc. On parle souvent des guildes de pharmaciens, etc. Non, je crois que c'est même l'inverse. Ouais. Je crois que c'est pour mettre un terme à toute forme d'obscurantisme, toute forme de secte, toute forme de charlatanisme. C'est au contraire un truc où on dit, précisément pour lutter contre toute dérive, et en ce moment on parle de soumission chimique par exemple, de dérive sectaire, c'est pour lutter contre tout ça qu'on crée un ordre avec un code de déontologie, avec des pouvoirs renforcés qui permettent en fait d'éviter qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des catastrophes sanitaires, que les gens soient empoisonnés, que les gens prennent des médicaments frelatés. Et puis globalement, ça assure la compétence des gens, des bonnes pratiques scientifiques, pharmaceutiques et médicales, et des bons produits. Ces trois choses-là, ces trois piliers fondamentaux qu'essaye de garantir un ordre. Et donc vous avez dit que c'était l'État déléguait certaines fonctions, donc ça veut dire que l'ordre... Est-ce que ça veut dire que l'ordre écrit la loi finalement ? En tout cas, on écrit notre code de déontologie. Ouais. Qui est, d'après mes informations, dans le code de santé publique. Absolument, qui est opposable à tous les pharmaciens inscrits à l'ordre. On participe par ailleurs à l'ensemble des textes qui ont un impact sur les pharmaciens. Par exemple, on parle en ce moment beaucoup d'essayer de sortir des difficultés de pénurie ou de rupture de stock. L'ordre est au premier rang sur le sujet. Donc on co-construit avec l'État, mais celui qui fabrique la loi en France, c'est le législateur. Ouais. Voilà. Donc l'ordre fabrique des textes d'application, des guidelines, des recommandations, mais la loi est fabriquée par le législateur, souvent sur proposition de l'ordre, voilà, et parfois des pharmaciens industriels. Vous êtes consulté en fait pour l'élaboration de des textes, quoi. Toujours, et aujourd'hui l'ordre est assez influent, et c'est une des choses qui est passionnante, c'est que cette interaction avec l'exécutif, le pouvoir législatif, dans la création des normes, pour qu'elles soient les plus adaptées, pas trop compliqué, on essaye beaucoup de simplifier. Par exemple, on a tout ce dispositif sur le DPC, le développement professionnel continu, qui est une obligation, qui marche quand même plus ou moins bien. Moi, je suis très fervent d'une simplification du système, parce qu'aujourd'hui, ça marche pas très bien. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt et le frottement, l'enrichissement mutuel. Les élus sont des pharmaciens en activité. C'est cet ancrage dans la réalité professionnelle de pharmaciens sur les chaînes de production, dans les centres de distribution, qui font de la pharmacovigilance, pardonnez-moi, ou toutes sortes d'activités pharmaceutiques. C'est nourrir en fait la vie, les textes, les normes avec notre vie professionnelle et inversement. C'est cet échange permanent entre la théorie en fait et la pratique qui fait qu'on essaye d'avoir un ordre bien de son temps. Et pour ma part, en tout cas, ça a été un combat depuis maintenant 2007. Je suis élu de l'ordre depuis 2007. Essayer de rapprocher l'ordre de ces inscrits, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous conserviez un poste opérationnel pour justement pouvoir faire des textes pas déconnectés finalement de ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Mais complètement. Voilà. Excellent. Donc dans l'émission de l'ordre, on a finalement, surtout de la section B, on a finalement le rôle du pharmacien responsable d'un laboratoire. Alors, qu'est-ce que c'est un pharmacien responsable ? Alors, le pharmacien responsable, c'est une traduction de la personne qualifiée là, qui existe dans les textes européens. C'est une traduction probablement qui était antérieure et qui est la plus complète, la plus poussée en Europe. Et qui fait des envieux. Les autres pays nous envient, nos confrères ou les autres personnes qualifiées dans d'autres pays, parce que ce n'est pas toujours des pharmaciens, tous ceux que j'ai rencontrés, enfin la plupart du temps, franchement, jalousent la solidité, le périmètre de responsabilité, le rôle central dans les entreprises des pharmaciens responsables, parce que le Code de la santé publique lui donne des attributions qui sont assez colossales, parfois un peu
trop large. Mais bon, voilà, c'est aussi la reconnaissance de ses capacités. Je pense que c'est une belle reconnaissance. Et donc, c'est la personne sur laquelle repose en particulier l'obligation de faire respecter le code de la santé publique et dans les entreprises. Et donc, c'est celui qui a sur lequel pèse une présomption de responsabilité sur les sujets de santé publique. Et c'est celui qui, disons, doit trouver le chemin entre les impératifs économiques de sa société, de son entreprise, parce qu'il faut faire vivre les collaborateurs, il faut essayer de nourrir l'innovation, financer les découvertes, la recherche, les développements, assurer une production pour que les médicaments soient disponibles et accessibles. Voilà, donc tous les impératifs économiques d'entreprises privées à but lucratif et assumé, et en même temps sans évidemment enfreindre les textes fondamentaux qui protègent les Français et les patients, Français ou ailleurs d'ailleurs. Donc c'est un chemin étroit, c'est un chemin de crête entre voilà, tout instant, qu'est-ce qui est bon, et souvent il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que les moins mauvaises. Mais on connaît tous ça, tous les industriels à petite échelle, avec des gestions de déviation, comme des choses plus graves, comme des rappels de l'eau, ou des choses encore plus graves, comme, je sais pas moi, des crises majeures où il faut informer de façon urgente l'ensemble des prescripteurs. Bon, voilà. Mais c'est ce qui en fait son équilibre instable, mais pour moi sa grande noblesse. Et donc, au centre de ça, justement, il y a ce fameux code de déontologie, dont on a déjà parlé. Donc, le code de déontologie qui est établi par l'ordre, donc qui a été établi par l'ordre. Et donc ça, finalement, le pharmacien responsable, d'après ce que je comprends, il a plusieurs responsabilités. À cause de le code de déontologie, l'entreprise et la responsabilité, justement, dans le système de santé publique. Alors le code de déontologie, c'est un code de conduite. C'est pas un code de respect de normes. Je donne un exemple. Le pharmacien responsable doit s'assurer de l'approvisionnement continu et approprié de médicaments. Ça, c'est le code de la santé publique, article R, je sais pas combien. Ça, c'est pas le code de déontologie. Le code de déontologie, il dit, alors ça, c'est une obligation. Une obligation du code légal, légal. Donc, s'il y a une infraction, ça peut se terminer en correctionnel, voilà. Mais en plus, il y a des obligations déontologiques. Et la déontologie, c'est plutôt la conduite morale et éthique. Et par exemple, il n'est pas acceptable d'avoir des pratiques déloyales, mensongères. Il n'est pas acceptable d'avoir des pratiques de dénigrement des autres confrères. Voilà. C'est un code de bonne conduite personnelle, éthique. Voilà. Et donc, autant les tribunaux vont poursuivre, ou la NSM, dans son pouvoir de police sanitaire, va poursuivre les pharmaciens responsables quand ils font pas bien leur boulot d'approvisionnement continu et approprié des médicaments. C'est l'ordre qui va poursuivre les pharmaciens s'ils se comportent pas correctement d'un point de vue éthique et moral. Et on pourrait par exemple imaginer une situation où il y a une rupture de stock parce qu'il y a un manquement des pharmaciens responsables, et ça relève de la NSM, mais que l'ordre, en plus, poursuive parce qu'ils considèrent que c'est un manque à l'honneur de la profession, etc., etc. Le code de déontologie, c'est vraiment un truc particulier en plus qui relève de la morale, de la conduite éthique. Et c'est là, et donc c'est lorsque les pharmaciens ne suivent pas le code de déontologie qui peuvent avoir donc, des sanctions par l'ordre. Exactement, exactement. Et c'est pas du tout des sanctions finalement qui vont être judiciaires, ça va être des sanctions qui vont être liées à leur profession. Oui. Mais qui peuvent être très graves. Un ordre, les professionnels inscrits à un ordre, c'est les seuls professionnels qui peuvent perdre leur diplôme. Aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart des professions ne sont pas inscrits à un ordre. S'ils font des bêtises, ils sont punis par la loi. Ils sont virés. Mais ils ne perdent pas leur diplôme. Ouais, leur droit. Ouais. Un pharmacien qui fait n'importe quoi, il peut perdre son diplôme. Il peut être interdit d'exercice définitif. Ça nous est arrivé.
Moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, un confrère qui faisait des médicaments vraiment dans son garage, et sans AMM, rien, des antipaludéens qu'il envoyait en Afrique, qui vendait à l'export, quoi. D'accord. Pendant des années, sans AMM, sans contrôle, sans rien, vraiment dans son garage, quoi. Interdiction définitive d'exercer. Par ailleurs, il a été condamné à la prison et tout, c'est très très lourd. Ça n'arrive jamais, une fois en 10 ans, bon. Voilà. Ouais, donc ça reste une sanction qui est exceptionnelle, avec justement des faits qui sont très graves, et on saurait reconnaître quand même facilement, ouais, ça paraît logique que ça va pas, quoi. Et donc au quotidien, dans la gestion quotidienne du laboratoire, le pharmacien responsable qui lui va être confronté à tout un tas de décisions qui peuvent être justement balancées entre comme vous l'avez dit, l'économie du laboratoire, et la sûreté du médicament. Et donc à ce niveau-là, si jamais le pharmacien se plante et prend une mauvaise décision. Bon, alors là, il y a tout un panel de mauvaises décisions. Enfin, ça peut aller de les produits non stériles qui sont mis sur le marché, ou l'étiquette qui va s'effacer, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais et encore, même ça peut être très grave. Oui, enfin, je veux dire, qui bat. Enfin, oui, voilà, ça peut être grave, effectivement. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, il a pris la mauvaise décision. Et alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, ces cas de figure-là sont rares. Pourquoi ? Parce que c'est pas le pharmacien responsable qui prend les décisions tout seul. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. Voilà. Les bons pharmaciens responsables, à mon sens, sont des gens qui ont créé des équipes. Ils se sont entourés, voilà. Tout simplement. Mais comme n'importe quel leader, n'importe quel champ d'entreprise, n'importe quel dirigeant, ça fait partie des compétences de base de bien s'entourer. Parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'au contraire, on a besoin de quelqu'un qui challenge, quelqu'un qui dit mais non, c'est n'importe quoi, on ne fait pas du tout ça comme ça. Voilà. Donc, avec des maisons mères, souvent, on ne prend jamais aucune décision tout seul. C'est un fantasme, ça. Il faut bien montrer qu'on a de l'autorité, c'est-à-dire qu'on a les capacités à vraiment diriger les choses, qu'on n'est pas, qu'on a, comment dire, un pouvoir d'influence réelle sur le cours des choses, sur la réalité, de dire si je dis quelque chose, il faut que ça se transforme en quelque chose d'opérant, mais c'est jamais seul. Premièrement, donc en fait les erreurs d'appréciation, elles sont quand même assez rares. Puis il y a tout un système qualité, on n'arrête pas de le dire dans le podcast, qualité avec qui est fait pour que ça arrive très difficilement, quoi. Exactement. C'est comme dans un avion. T'as là t'as le pilote automatique qui tombe en rade. Ensuite, il y a la première ligne de commande de secours manuelle. Il faut aussi qu'elle tombe en rade. Et puis la troisième ligne, voilà, il y a il y a un tas de garde-fous avant que ça arrive. Des garde-fous, exactement. Mais voilà. Donc si tous les garde-fous, que l'avion se crache, ou que la décision est mauvaise, parce que la comparaison avec l'aviation, elle est toujours bonne, parce qu'on se rend pas compte, mais un avion qui tombe, un avion qui a un accident, ça frappe beaucoup, c'est très grave, ça tue des centaines de personnes. Un médicament qui est toxique, c'est des milliers, voire des dizaines, voire au-dessus de personnes. Bon, c'est arrivé rarement, et c'est arrivé. Mais on ne se figure pas. Et donc, fabriquer un médicament, le distribuer, le commercialiser, l'exploiter, c'est aussi compliqué que de fabriquer, de commercialiser un avion. C'est pour se dire, et les enjeux sont les mêmes. Avec tout le système qualité, de documentation, de traçabilité, d'amélioration continue. Bon, on imagine très bien, en fait, quand on prend la comparaison avec un avion. Et je parle même pas de la fabrication et de la mise au point d'un avion qui est aussi une bonne comparaison pour mettre au point, soumis, etc. Voilà, exactement. Les investigations, moi j'adore les investigations de l'aviation, parce qu'on a toujours plein de détails dessus alors qu'on n'a jamais de détails dans le pharma, et c'est vachement intéressant. Voilà. Le nucléaire aussi, c'est une très bonne comparaison. C'est des domaines où les risques sont analogues. Et souvent d'ailleurs, vous verrez, les patrons de l'inspection à l'ANSM sont souvent des gens qui viennent du nucléaire, parce qu'ils ont une très grande appréciation de l'échelle des risques. Bon bref, je fais une parenthèse. Donc, quand il y a un crash, il y a des sanctions potentiellement civiles s'il y a des plaignants qui demandent des réparations, pénales quand c'est l'État qui dit, le procureur qui dit moi je vais poursuivre parce qu'il y a une infraction tel et tel article du code, et puis disciplinaire si l'ordre est également saisi ou on s'auto-saisit. N'importe qui peut saisir l'ordre, n'importe qui.
demain, je peux être assigné, on peut recevoir une plainte à l'ordre contre moi parce que dans mon laboratoire, j'aurais porté peut-être préjudice à un patient, un confrère ou un concurrent, enfin voilà, qui demande des sanctions disciplinaires parce que j'aurais enfreint des aspects du code de déontologie. Donc ça arrive, les sanctions, ça arrive. Mais après, du coup, moi, ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, finalement, c'est que, ok, il prend la mauvaise décision, mais néanmoins, avec l'investigation, on va montrer, forcément, on va regarder pourquoi c'est arrivé, comment, etc. Et si, par exemple, on tombe sur le fait que l'entreprise n'a pas donné suffisamment de moyens aux pharmaciens responsables pour assurer ses fonctions de pharmacien responsable et que... Oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait normal, mais c'est pas propre aux pharmaciens responsables. N'importe quel collaborateur qui fait une erreur, n'importe quel dirigeant, n'importe quel chef d'équipe, il est peut-être jugé de façade comme étant porté la responsabilité d'avoir commis une erreur. Mais s'il y a des investigations qui montrent qu'en fait non, c'est dans son équipe qu'il y a eu une énorme anomalie, il n'est absolument pas responsable. Ou en tout cas, il partage la responsabilité. Non, mais ça, c'est dans tous les cas de conflit en fait. Les tribunaux sont remplis de gens qui disent mais c'est pas moi, c'est machin. Voilà, et donc là ça marche aussi. Très bien. Donc effectivement, tout le monde peut porter plainte à l'ordre. On peut avoir des sanctions des sanctions à l'ordre qui vont de la suspension à la perte de du diplôme. blâme. Enfin, il y a des avertissements, des rappels à la loi. Tout ça est extrêmement rare. Et alors moi, du coup, ce que je suis souvent confronté... C'est une fois par an. C'est extrêmement rare. Contrairement à d'autres sections où c'est quotidien. Ah oui. Mais aussi du fait de l'échelle, il y a beaucoup plus d'officinaux, donc il y a plus d'affaires concernant les officinaux que les industriels. Ouais, parce qu'ils sont confrontés au public aussi, etc. Ouais, qui sont beaucoup plus nombreux, ils sont 20 fois plus nombreux. Donc 20 fois plus de plaintes. C'est juste un ratio. Et du coup, moi, ce que je suis confronté régulièrement tous les jours, en fait, c'est justement le pharmacien qui va utiliser cet argument pour dire « moi, je risque mon diplôme, on fait comme je décide ». Et alors, finalement, moi, ce que j'appelle ça, c'est un peu un argument irréfutable, dans le sens « j'ai pas envie de m'embêter avec ça, laissez-moi tranquille, on continue comme avant ». Oui. Moi, je crois pas que ça soit une bonne approche. D'abord, tout s'explique. Une décision, ça s'explique dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Donc, brandir cet argument ultime en disant de toute façon, c'est moi qui prends le risque, c'est moi qui décide, certes, mais peut-être après explication, et puis prise de risque. Moi, je crois que, en fait, c'est jamais noir ou blanc. C'est toujours une appréciation, une analyse de risque, on connaît tous ça. Donc je reviens sur le fait qu'elle n'est jamais seule ou solitaire. Et donc peut-être à la marge, de temps en temps, la situation est un peu... On ne sait pas. Et donc là, que le pharmacien responsable dise en fait ma voix compte double, ça ne me gêne pas. Mais ça devrait arriver à la marge. Voilà, ça devrait arriver à la marge. Donc moi je pense pas qu'on puisse bloquer le débat prématurément la décision en disant de toute façon Joker, c'est moi. Je crois que c'est une très mauvaise approche. Et je vais vous dire un truc, il m'est arrivé de croiser des situations où les pharmaciens responsables finalement abusent de cet argument, on finit par les contourner. C'est-à-dire on leur demande plus. Les entreprises font autrement. Voilà. Et du coup on perd de crédibilité. Ils sont sortis du jeu. Parce que c'est pas possible. Parce que quand on a de telles responsabilités, c'est une obligation d'expliquer, c'est une obligation de faire les choses collectives, c'est une obligation d'associer les maisons mères, les autres départements, les équipes des ventes. Des fois, il en va de la survie de l'entreprise. Donc, il faut pas se faire peur non plus. Il y a plein de situations, en fait... le risque il est faible. Si on l'assume collectivement, très bien. Dès lors que ça expose pas les patients, etc. Mais le risque est faible, il vaut la peine d'être pris. Parce que si on a bien cerné le truc, les conséquences, fait la bonne analyse, qu'on a mis les bons indicateurs, qu'on est prêt à réagir, ça fait partie de cette
Il n'y a pas de vie, même dans les produits pharmaceutiques, sans audace, sans... faire des médicaments, c'est super audacieux, hein, parce que ça peut tourner mal. Si on fait rien. Enfin, je veux dire, qui ne tente rien, ne tente rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est pareil aussi, il faut expliquer pour faire grandir, finalement, en comprenant et en montrant déjà que les équipes sont écoutées, comme vous avez dit, en pesant le risque et en expliquant pourquoi on n'est pas d'accord, et en analysant un petit peu ce qui se passe, finalement, je pense qu'effectivement, on gagnera plus le respect des équipes, on ira plus loin ensemble, quoi. Mais bien sûr, mais pour les équipes, mais pour le produit lui-même, ça participe de l'amélioration continue. Ouais. Mais c'est une évidence. Donc en fait, le diktat, le court-circuitage un peu impératif ou prématuré, je ne dis pas qu'il ne peut pas exister, parce qu'à un moment, il faut prendre des décisions. Mais pour moi, les passages en force ou les prématurés, ça doit être l'exception. C'est vraiment l'exception. C'est quand on sent qu'il y a un truc vraiment super absurde qui est en train de se passer, où il y a une évidence, quoi. Ça arrive d'avoir des intuitions, ça c'est une évidence, c'est pas comme ça qu'on va le faire, je décide de le faire autrement. Ça arrive, hein. Il faut savoir le faire, mais c'est l'exception, tout ça. Faut pas avoir... souvent les confrères, pas souvent, mais on a souvent, avec les étudiants qu'on voit assez fréquemment, il y a un peu ces craintes-là. Ouais. Je vais perdre mon diplôme, c'est des trop grands risques, je veux pas les prendre. Mais je veux dire, comme un pilote d'avion, quoi. Mais c'est un métier magnifique. Donc si on veut pas être si on veut rester peinard, ce qui est parfaitement respectable, on n'est pas pilote d'avion. Les pilotes d'avion, ils ont un métier extraordinaire. Pharmacien responsable, c'est pareil. Ou même tous les pharmaciens inscrits à l'ordre, c'est des métiers extraordinaires. Il y a du sens, de l'intensité, ça a du sens à sa vie professionnelle. C'est phénoménal, quoi. On sert, et en plus, à la différence de l'avion, souvent c'est pour le loisir, pas que. Là, c'est pas le loisir, les médicaments. On soigne les gens, quoi. Ouais, on est un vrai acteur du système de santé publique. Mais oui, du bien-être des gens. On a un métier passionnant comme un pilote d'avion et on contribue au bien-être des gens. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y a des risques. Mais partout, hein. Et un truc que vous avez dit, donc j'ai lu un peu le code de la santé publique. J'aime bien faire ça en m'étant perdu. Et donc en fait, dans les articles, ils disent que le pharmacien responsable, il doit être au comité de direction. Enfin, ça dépend de quel type de société on a. Enfin bref, il y a tous les cas de figure. Mais il doit être au comité de direction. Et parce qu'il a justement l'obligation de déclarer à l'ANSM s'il ne peut pas, s'il n'a pas suffisamment de moyens, s'il détecte un truc bizarre. Est-ce que ça arrive souvent ? Non, c'est pareil, ça arrive ultra rarement. Donc on peut en parler, mais franchement, c'est comme beaucoup de ce qu'on vient d'évoquer, ça sert à se faire peur. C'est ultra rare. C'est une forme de lanceur d'alerte, hein. C'est une forme de lanceur d'alerte. Ouais, c'est ça, ouais. En avance, hein. C'est des concepts qui ont plus de 50 ans, hein. Mais le pharmacien responsable peut être vu comme un lanceur d'alerte depuis toujours. Voilà, mais pareil, pas le brandir pour tout et n'importe quoi et puis régler des affaires personnelles. On peut être conflit avec son employeur. Pour autant, il n'y a pas d'enjeu de santé publique, là. Il faut se calmer, hein. A contrario, c'est une forme de protection. On dit, vous allez exercer une délégation, une activité d'ordre, de nature de santé publique dans une entreprise privée. Donc en fait c'est presque une équation impossible puisque vous êtes obligé de potentiellement de vous fâcher avec celui qui vous paye. Donc on se retrouve dans une sorte de conflit de loyauté, quoi. Je fais jouer quoi, mon rôle de protecteur de la santé publique, ou je préfère ne rien dire parce que c'est quand même lui qui, c'est l'entreprise qui, voilà. C'est la main qui me nourrit, quoi. C'est la main qui me nourrit, il va falloir la mordre. Ces petits articles servent à apporter un peu de protection. Mais encore une fois, je crois qu'on a dû le voir, mais
très 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 rarement, mais extrêmement rarement. Et souvent c'est pour des raisons de conflit, c'est-à-dire quand ça marche plus dans la collaboration avec une entreprise, on peut être en conflit. Pour autant, il n'y a pas de truc de santé publique. Ça arrive à tout le monde. Il faut pas mélanger les choses, quoi. Les gens ont plus tendance à démissionner, quoi. Quand ils sont plus d'accord avec ce qui se passe. Oui. Mais c'est bien. Je pense que la NSM reçoit des signalements comme ça, et c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que le système fonctionne. J'espère qu'il fonctionne, en tout cas. Si c'est utilisé à bon escient, si ça permet d'éviter des catastrophes sanitaires, voilà, formidable, quoi. Donc je trouve que tout ce système, il est super parce que ça donne vraiment une conscience de la gravité, de l'importance de ce que font les pharmaciens, les pharmaciens responsables, les entreprises pharmaceutiques en général. Toutes les entreprises pharmaceutiques, oui. Cependant, je trouve que ça, comme on l'a dit, emprisonne un petit peu le mindset, l'état d'esprit du coup des pharmaciens en général, dans cette espèce de méfiance et cette peur de l'amélioration continue, justement. Ça, c'est un truc que moi je vis assez régulièrement, qu'on n'a pas du tout par rapport à des gens qui sont plutôt ingénieurs, qui sont très ouverts, beaucoup plus ouverts sur l'amélioration, parce qu'en général les pharmaciens freinent des cas de fer en disant oh là, faut qu'on regarde, faut qu'on évalue. Effectivement, c'est vrai, mais ils sont beaucoup plus conservateurs, exactement. Oui. Bon, très bien, c'est un fait. Non, mais c'est très intéressant. Parce qu'après, après c'est mon point de vue personnel, mais je trouve que le fait d'avoir des pharmaciens qui sont formés de la même manière, qui sont audités par les mêmes personnes et appliquent le même règlement, ça fait que finalement, sur tous les laboratoires, on copie-colle les mêmes problèmes. Ah oui. Non, mais je le vois. Moi, je suis plus un familier des sites de production. Je suis plutôt spécialiste maintenant des questions d'exploitation, et je pense qu'on retrouve un peu la même chose, où effectivement sortir des sentiers battus, avoir de l'audace, faire différemment, il faut toujours se battre, mais il y a toujours des exceptions de toute façon après. Ouais, moi j'ai jamais rencontré tellement de réticence au changement, plus que la réticence naturelle au changement, mais qui est pas liée aux pharmaciens, qui est liée à l'espèce humaine. Ça c'est vrai. Mais c'est un grave danger d'être de s'auto-alimenter, comme vous venez de le dire, on réplique les systèmes, les dispositifs, les erreurs, et c'est comment on appelle ça, autogène, quoi. Non, il faut se nourrir de la science des autres, des expériences des autres diplômes, des autres cultures, des autres façons de faire. Bon, c'est une industrie quand même hyper internationale, où on échange beaucoup, les collaborateurs de tous les pays, les normes sont toutes les mêmes partout, enfin... Après, c'était mon point de vue personnel sur le sujet, et je pense qu'en fait, ça pourrait... C'est parce que je me demandais, justement, on y reviendra après sur l'attractivité de la profession et la formation, mais en fait, moi je me demandais comment est-ce qu'on pourrait changer ça, et notamment en formant, ça c'est surtout dans l'industrie, mais en formant plus longtemps et de manière peut-être un peu différente les pharmaciens dans les universités, parce que le parcours universitaire du pharmacien aborde pendant 1 an, avec un apprentissage en général, l'industrie pharmaceutique, et finalement le métier de pharmacien industriel est beaucoup appris avec l'expérience, sur le tas, voilà. Et en fait on s'inspire des gens qui étaient là avant, donc on a tous un peu des mentors qu'on peut, moi j'en ai eu quelques-uns qui m'ont beaucoup inspiré, et que j'applique toujours un peu ce qu'ils m'ont appris, et justement c'est en partie, je pense, à cause de ça on réplique toujours les mêmes choses, quoi. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai un immense respect pour la formation universitaire des pharmaciens. Je pense que ça fait des professionnels trop sympa, incroyables. En tout cas, pour l'industrie pharmaceutique, je pense que ça fait des gens extrêmement adaptés, extrêmement savants, très bons collaborateurs, très soucieux des aspects de qualité. Ils savent travailler en groupe. Ils ont une notion de santé publique et de patient, médical et tout. Enfin, vraiment, ça, je pense que c'est vraiment un métier génial pour les pharmaciens. Pardon, je vais parler comme ça. Donc je redis, je pense que c'est un diplôme qui est vraiment extra, un diplôme français en tout cas,
extra pour occuper des fonctions dans l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment parfait. Enfin, je l'ai toujours observé dans ma carrière. Il n'y a pas une matière à la fac qu'on m'a apprise qui ne m'a pas servi à un moment donné. Bon, moi je suis... Voilà, c'est universitaire, c'est des études académiques assez poussées, etc., longues, etc., mais ça donne quand même une maturité scientifique super costaude. Enfin, ça, c'est clair. Vraiment. Bon, mais après, c'est toujours inadapté à sa vie professionnelle et on apprend en faisant. Ouais, mais quel métier échappe à ça? Je pense qu'on apprend, qu'on soit... non, c'est vrai. Quelle que soit la discipline, on apprend, en fait, on sait pas, on connaît pas à peine le métier qu'on va faire. On apprend c'est juste, en faisant. ouais. Je crois que c'est plutôt la norme. Mais s'enrichir d'autres matières, d'autres enseignements, aller voir à l'étranger comment ça fonctionne. Là, je pense qu'on est obligé de mettre à jour les connaissances sur les cell et gene therapies, sur l'intelligence artificielle, et n'en parlons pas, les méthodes de management, d'organisation, de finance, de production. Il y a pas longtemps, c'était le quality by design. Enfin, tout ça sont des révolutions. Il faut évidemment les intégrer dans les études, évidemment. D'ailleurs, il y a une obligation des pharmaciens à se former annuellement quand on est inscrit à l'ordre. En tout cas, on est censé faire un certain nombre d'heures de formation annuellement. Oui, absolument, je vous confirme. Ça s'appelle le DPC. Ouais. Ces obligations triennales, il faut avoir fait un certain nombre d'actions de formation pour se maintenir à un niveau de connaissance. Je dois dire que c'est pas encore extrêmement au point. Ouais. Il y a aussi pas mal d'indiscipline des confrères. Et puis, c'est pas facile à comprendre, je pense, la façon dont il faut enregistrer ces formations. Enfin, le système est loin d'être rodé, mais il est en train d'être révisé. Et nous, on se bat en tout cas en section B pour qu'il soit simplifié, parce que je pense que les complications administratives pour enregistrer tout ça sont des freins en fait à ces formations continues. D'autant plus que dans l'industrie, on a tendance à être pris par le quotidien, le flux, etc. Et donc voir la formation comme pas une perte de temps du tout, mais un truc qui vient après. Oui. Et donc on prend pas le temps de le faire suffisamment, alors que c'est vraiment hyper important, quoi. Oui. Et je pense que l'offre manque pas. Les entreprises ont des obligations de formation, c'est le code du travail. Il y a des dispositifs nombreux pour faire de la formation en ligne, de toutes sortes. D'ailleurs, j'en profite là pour dire qu'il y a des nouvelles formations validantes. Nouvelles actions de formation plutôt validantes pour le DPC qui ont été proposées là par le Conseil national de la pharmacie et qui sont très intéressantes. Par exemple, être jury de thèse, ça peut compter comme une action de formation qui compte pour le DPC. Ouais. Être maître de stage aussi, ça peut être une action de formation de DPC. Donner des heures de cours, ça peut aussi faire partie des actions de formation. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Les choses ont évolué très favorablement à l'automne là, grâce au CNP. Trop bien. Ça, c'est vraiment intéressant et je pense que ça va intéresser pas mal de gens qui nous écoutent. Vous avez parlé plus tôt d'une autre mission de l'ordre qui tourne autour des pénuries de médicaments et des médicaments falsifiés. Alors, comment est-ce que l'ordre s'implique dans ces missions-là ? Auparavant, je voudrais vous dire une chose. L'ordre, c'est comme une mairie, pour simplifier. Je vais revenir à la question sur les pénuries qui me préoccupe beaucoup, mais l'ordre, c'est comme une mairie. Il y a des élus qui donnent l'orientation politique. Il y a un conseil municipal presque, avec un maire. Là, c'est la présidente de l'ordre. Le conseil municipal désigne son président ou sa présidente, le maire comme le maire d'une mairie. La présidente de toutes les sections, quoi, c'est ça ? Alors voilà, c'est la présidente du conseil national. Et chaque section est spécifique en plus d'un métier, et chaque section a des représentants au conseil national. Donc c'est une pyramide d'élus comme ça. Donc il y a 700 élus. Non, on reprend. Il y a 75 000 pharmaciens inscrits à l'ordre, 700 élus. Ah ouais. Donc on peut imaginer comme une ville. Ouais, ça fait du monde. Il y a 75 000 pharmaciens inscrits à l'ordre, 700 élus, et puis 200 permanents au Conseil de l'ordre. Des gens qui font tourner
la machine. C'est-à-dire, il y a des RH, il y a des finances, chaque section a un service, des équipes avec un chef de service, des collaborateurs qui instruisent les dossiers, les inscriptions, les radiations, les plaintes, les cotisations, les textes à évoluer, la préparation des conseils centraux, tout ça. Donc je voulais quand même le dire parce que je pense que c'est méconnu. Ouais, c'est clair. Mais c'est une grosse machinerie et franchement, en tout cas, l'ordre des pharmaciens produit un travail d'une qualité que je trouve vraiment très haut de gamme, quoi. Alors ça, c'est probablement pas assez connu, mais c'est très très haut de gamme. Et pour en revenir à votre question, donc les pharmaciens de l'industrie, on pèse sur eux cette histoire de approvisionnement continu et approprié. Et donc il y a tout un dispositif législatif qui l'encadre de notification des ruptures et des risques de rupture, la constitution de stocks de sécurité est renforcée pour les MITM, ce qu'on appelle les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui sont des médicaments jugés essentiels. Voilà, donc il y a tout ça est orchestré par le pharmacien responsable dans les entreprises et ses équipes, évidemment. Ouais. Et donc l'ordre là-dedans joue plusieurs choses, joue plusieurs rôles. D'abord, c'est une obligation, donc on essaie de faire de la pédagogie, rappeler les pharmaciens à leurs obligations, on essaie de faire de l'information, leur dire quels sont les attendus, quelles sont les règles de bonne pratique en la matière pour s'assurer qu'ils ont des stocks de sécurité, qu'ils forment les gens, qu'ils font les notifications comme il faut, qu'il y ait une vraie transparence avec les pouvoirs publics sur le sujet, parce que c'est très très grave de manquer de médicaments essentiels. On risque des vies finalement. Ouais. Voilà, absolument. Donc on essaye, c'est à la fois de la pédagogie, du conseil et de l'information. Après, il y a un volet disciplinaire si jamais il y a des plaintes. On en a. Genre, ça serait les hôpitaux, par exemple, qui pourraient porter plainte contre le laboratoire parce qu'ils sont en rupture, quoi, c'est ça ? Exactement. On a eu des plaintes de pharmaciens d'officine qui disent moi j'ai mis la vie de mes patients en danger parce que j'ai pas eu les produits que j'avais commandés, quoi. Donc ça arrive et ça va probablement se multiplier. Ouais. Voilà. Et puis enfin, l'ordre est l'inventeur d'un système qui s'appelle le DP, le dossier pharmaceutique, qui à la base... C'est l'ordre qui a inventé ça ? Oui. Trop fort. Oui. C'est l'ordre qui a inventé ça il y a 15 ans ou 20 ans. Ouais, c'est ça. C'était... Voilà. Qui est le dossier pharmaceutique qui est l'équivalent du dossier médical, mais qui est toute la traçabilité des médicaments et des médicaments délivrés pour chaque patient. Et il y a des modules et des fonctionnalités qui se sont rajoutées à cet outil, et notamment celui qui permet, en fait, quand les pharmaciens d'officine ne sont pas livrés de leur commande, à 2 reprises, au bout de 72 heures, ce défaut de livraison est signalé directement au fabricant. Ok. Au laboratoire fabricant, à l'exploitant, qui reçoit des notifications du comptoir. Ça va pas. Il n'y a plus de médicaments, j'ai plus de produits là. Et donc ça permet d'avoir une idée des difficultés sur le terrain et d'informer aussi les confrères officinaux en leur disant oui, je vous confirme que j'ai plus de produits et que j'ai pas de date de mise de retour en stock. Bon, et le pharmacien d'officine potentiellement il dit ça au comptoir à son patient et puis il trouve une autre solution ou il trouve une autre solution. Le médecin, on trouve un... Ouais, voilà. Ou alors non, je suis pas du tout en rupture de stock, donc c'est en fait en aval, il y a un problème dans la distribution, il faut peut-être trouver un dépannage ailleurs, voilà. Donc c'est un outil qui permet de dialoguer en ligne, hein. C'est une plateforme de collaboration sur tout le territoire. Et toutes les officines sont connectées, 22 000 officines sont connectées, tous les labos ne sont pas connectés, mais c'est 80% du marché. Voilà, donc c'est un outil que l'ordre pilote, est propriétaire, et ça marche assez bien. En tout cas, il n'y a pas d'équivalent. Donc la loi est en train de le reconnaître comme étant un outil officiel. Ouais.
dont la pilotage, la gestion est confiée à l'ordre. Ouais, ça permet de trouver les solutions en temps réel avec ça permet de trouver des solutions et puis de donner des explications aux patients au comptoir. Potentiellement, c'est pas en fait, on va pas traiter la cause, mais néanmoins on va soulager les symptômes, quoi. Exactement. Ou en tout cas, on va essayer de gérer au mieux la dotation de produits qui tournent sur le territoire français. C'est l'aval. Ouais. Ça va pas traiter la cause, comme vous dites, on va pas faire plus de produits parce que là il y a un vrai problème, il y a un problème de base qui est que l'offre est pas suffisante pour la demande. La population augmente, en tout cas la population ayant les moyens de s'acheter des produits, des médicaments dans le monde augmente considérablement, et la population vieillit. Donc il y a plus de demandes, une demande qui a explosé, et les industries n'arrivent pas à produire pour plein de raisons. Donc là, il y a une dotation pour la France, ou pour chaque pays essaye de gérer au mieux sa répartition sur le territoire. Voilà. Donc l'ordre contribue à cette gestion du territoire et de la meilleure information et du partage d'informations entre les acteurs. C'est là où il y a aussi, je pense, après encore ça c'est mon avis, mais c'est là aussi, je pense, ce qu'on évoquait au début avec les enjeux économiques du pharmacien responsable, où finalement le coût du médicament doit être optimisé, et pour optimiser ça, en fait, la surperformance des laboratoires, ils essayent d'aller tirer sur le maximum des coûts pour que ça reste compétitif finalement, mais néanmoins la performance joue sur la robustesse, et le moindre grain de sable, que ce soit une déviation, que ce soit un problème d'un bateau coincé avec ses conteneurs dans le canal du Panama ou quoi que ce soit, ça fait tomber une supply chain qui va avoir des manques, et finalement en fait c'est cette course à la performance qui finalement a tendu cette supply chain à un max et qui rend les choses difficiles, quoi. Surtout avec les laboratoires génériques, je trouve. Oui, c'est un des aspects, oui. Mais je dis souvent que pour remédier aux questions de pénurie, il faudra revoir toute l'organisation économique et libérale du monde, en fait. Parce que c'est une question d'offre et de la demande. C'est les pays qui payent le plus les médicaments qui en ont le plus. Mais ça, c'est pas forcément compatible avec le modèle français où on se dit tout le monde a accès à tous les médicaments, y compris les plus innovants, de la même façon. Donc notre modèle, il est un peu bousculé, en fait, par le modèle du libre-échange et de l'offre et de la demande dans le monde. Je pense que les pénuries, c'est un problème grave parce que ça touche tout le monde, les enfants, les personnes âgées, tout le monde. Durable, c'est durable. Parce que ça en renvoie à l'économie libérale mondiale, globale. Elle est comme ça, avec des chaînes logistiques. Les bateaux traversent en permanence avec des produits pharmaceutiques, des matières premières, des actifs. Climatiques aussi. Voilà, tout ça, c'est une sorte d'instabilité générale qui fait que c'est fragile, en fait. Tout ça, c'est très très fragile. Exactement. Donc c'est durable, c'est grave, c'est durable, c'est ultra complexe. Les chaînes pharmaceutiques sont extrêmement complexes. Les transports, la fabrication de produits, c'est compliqué de fabriquer des produits, notamment les produits stériles. Je suis toujours ébahi de voir qu'un vaccin contre la grippe, entre 3 et 5 euros. Ouais, c'est ça. Alors que c'est ultra sophistiqué. Même une boîte de paracétamol, finalement, c'est 2 euros. C'est aussi cher qu'un pain au chocolat à Paris. C'est ultra sophistiqué à fabriquer. C'est d'une complexité que les gens n'imaginent pas, et ça sauve des vies, quoi. Et donc c'est complexe, c'est durable, c'est grave, et il n'y a pas de solution simple. On en a pour des dizaines d'années. Je suis désolé, mais c'est comme ça, quoi. Non, je suis complètement d'accord. Mais par contre, je suis vachement intéressé. Je trouve ça très intéressant que l'EDP et la façon de gérer ça. J'apprends ça aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant. Au moins, il y a des outils qui existent en place qui sont en place pour pouvoir gérer ça. C'est des systèmes automatiques dont je parlais, de la notification par les officines des manques qui sont retournés. C'est des centaines de millions de messages qui sont échangés, parce que c'est automatique, en fait. Ça se fait la nuit. Quand le pharmacien d'officine n'a pas reçu ses produits, ça déclenche des messages automatiques et des relances jusqu'à ce que le produit soit alimenté. Et donc c'est intense, ce qui se passe en coulisses pour essayer de trouver des solutions. J'imagine bien.
Il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus, c'est vachement intéressant. On pourrait faire un podcast si vous voulez, sur le sujet, avec des gens encore plus sachants que moi sur ce sujet. Et par rapport aux médicaments falsifiés, je regardais un petit peu sur Internet et j'ai découvert qu'un médicament sur 10 vendus dans le monde était falsifié. Ah, d'accord. C'est dingue. Oui, j'avoue. J'avoue, j'ai fait un post sur LinkedIn ce matin sur une grande opération de police d'Europol, je crois, enfin de la police européenne, qui a saisi des millions de produits, soit falsifiés, soit contrefaits. Ouais, j'ai vu ça hier. Ça a été la Commission européenne. On a fait l'écho avant-hier. Et mais oui, c'est le trafic de médicaments dans tous sens, ça explose. Mais parce que c'est des matières, enfin c'est des produits extrêmement rares. Vous voyez, ça fait la connexion avec la pénurie. Hein. Ouais. Et puis ça fait, puis voilà, c'est Internet aussi. Hein. C'est les livraisons par Internet de produits dont on ne connaît pas l'origine. C'est ultra grave, ultra dangereux. Et donc là, quand on parlait de monopole tout à l'heure, hein, on boucle aussi la boucle. Hein, le circuit du médicament en France, il est étanche. Il n'y a pas de produits falsifiés qui sont introduits dans le circuit aujourd'hui, dans le circuit légal. Dans une officine, vous ne trouverez pas de médicaments falsifiés. Comment on peut en être sûr ? Parce qu'il y a le data matrix déjà, et donc il n'y a pas d'erreur. Pour l'instant, il y a très peu d'erreurs. Et que les seules introductions de médicaments douteux, c'est parce que les patients commandent directement sur Internet, et là, c'est pas un circuit pharmaceutique, ça. Voilà. Donc il ne faut pas commander des médicaments sur Internet, c'est beaucoup trop dangereux. Ça peut être des médicaments inoffensifs, mais dedans il peut y avoir des produits toxiques ultra dangereux, quoi. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça me paraît élémentaire, mais visiblement tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, de toute façon, il y a des trafiquants qui achètent des médicaments sur Internet, puis ensuite qui les revendent à la sauvette. Mais donc le marché pharmaceutique français, il est très très étanche. Il y a très peu de contrefaçons, il y a très peu de falsifications, il y a très peu d'anomalies, très très peu. J'en connais même pas. Hein. Enfin, en tout cas, le circuit est reconnu pour son étanchéité. Ah, c'est très intéressant ça. Très très intéressant. C'est pareil, j'avais lu pas mal de choses sur les médicaments falsifiés et justement comment faire avec les autorités de santé qui jouent un rôle extrêmement prépondérant, mais justement dans l'approbation des médicaments, le contrôle et c'est en fait tout cet ensemble qui permet justement de détecter ces médicaments falsifiés, que si ça n'existe pas, finalement ça arrive très rapidement, quoi. Parce que comme on l'a dit, voilà, c'est des produits qui sont ou demandés ou chers. Alors qu'en France, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont remboursés. Donc les gens n'ont pas d'intérêt d'aller chercher autre part. Pas trop. Et donc ça fait que effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour découler des médicaments falsifiés en France, quoi. Alors il y a quand même le phénomène des stupéfiants et assimilés où les produits sont peut-être pas chers, mais ils sont inaccessibles. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc ce qui est bien normal. Donc là, il y a tout le trafic des psychotropes et qui est en explosion. Hein. Ah ouais ? C'est en explosion. C'est en explosion. Toutes sortes de médicaments, de produits à base d'amphétamine, de psychoactifs, de médicaments à visée récréative chez les jeunes, peut-être les moins jeunes, j'en sais rien. Mais oui, c'est un fléau. Hein. C'est un fléau. Il y a des quantités de médicaments, de comprimés qui... Je sais pas si c'est des médicaments, mais c'est... Bon, après, là, par présentation ou par destination, mais en tout cas, ça ressemble à des comprimés de produits psychoactifs qui viennent de je ne sais où et qui sont ultra dangereux. C'est extrêmement inquiétant. Et ça, au niveau de l'ordre, qu'est-ce que vous faites ? C'est pareil, c'est toujours des actions de prévention, des actions de... Mais c'est pas tellement son champ d'action. Hein. Son champ, là, c'est plus la police, quoi. Ben oui, c'est du trafic international, c'est des histoires de criminalité pharmaceutique. Il y a plusieurs offices très actifs qui dépendent du ministère, probablement de l'Intérieur, et qui sont chargés de la répression de tous ces trafics. L'ordre signale, oui, je pense. L'ordre signale, les confrères signalent partout quand ils voient des anomalies. Voilà, mais c'est plus ça, je pense, un rôle de signalement, de coopération et de plutôt que, enfin, on n'a pas un rôle de police. Hein. Ouais, c'est clair.
On a entendu beaucoup parler ces derniers temps de la baisse de l'attractivité de la profession de pharmacien, notamment avec dans les facs, le numerus clausus n'est pas atteint, c'est-à-dire qu'il y a plus de places qu'il y a de participants, ce qui était absolument impensable à mon époque. On se battait pour les places. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce manque d'attractivité? Ouais. Alors, on y a beaucoup travaillé avec l'ordre et puis en section B ces dernières années. On va bientôt publier les résultats d'une double enquête qu'on a fait sur les raisons à la fois chez les étudiants de ne pas choisir la filière industrie. Ah ouais. Quels sont les obstacles, ouais. Et à la fois chez les jeunes professionnels, les jeunes diplômés, les raisons de ne pas aller dans l'industrie. Et donc je vais pas dévoiler les résultats de l'enquête parce que ça va apparaître dans la prochaine revue de l'ordre. Ouais. Mais en fait, c'est tous les étages de la fusée en quelque sorte qui sont concernés. C'est un métier qui est méconnu. On voit le pharmacien d'officine, quoi, mais on voit rien d'autre. Donc ça, le collégien qui doit choisir sur Parcoursup pharmacie, pour lui c'est officine ou pas. Donc voilà. Et je crois que l'attractivité de l'officine est, à mon avis, en croissance. Parce que je pense que c'est un métier, c'est une fonction de plus en plus médicale. Ils ont c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de responsabilités. Voilà, ça, c'est top. Je trouve que c'est vraiment une mutation tout à fait extraordinaire de ces dernières années où les missions complémentaires données aux pharmaciens de vaccination, de prescription, d'entretien médicaux, etc. sont... Qui va vraiment désengorger le système de santé, quoi. Ouais, qui complète en fait le manque de médecins. Donc des méconnaissances des métiers, grave anomalie liée à la réforme des études PASLAS, où là en fait clairement, moi j'ai une fille qui passe médecine, donc j'ai bien vu comment ça marche. Hein. En fait, les étudiants font médecine et ne choisissent pas les options qui leur permettraient de se rabattre sur pharma s'ils rataient médecine. Ouais. Donc en fait, ils se font quand même ceux qui ratent, ils sont éjectés totalement du système parce qu'ils peuvent pas. En fait, ils se concentrent leurs efforts sur les matières qui permettent d'avoir accès à médecine. Ouais. Et en cas d'échec, ils sont démunis. Après, c'est pourquoi est-ce qu'ils choisissent pas pharmacie directe? C'est aussi lié à la méconnaissance, mais j'avoue que ça reste pour moi un mystère de pas consacrer. Pourquoi ça attire pas autant, quand on l'a dit tout à l'heure, hein, un métier super haut de gamme, avec une formation haut de gamme, au service de la population, extrêmement diversifié. Il y a pas de chômage. Enfin voilà, ça devrait être super attractif. Et après, donc les raisons de cette désaffection, ça reste encore sans doute un peu mystérieux. Si dans les raisons il n'y a pas celle que je viens d'évoquer. Et ensuite, donc le phénomène est en train de se résorber, hein, puisqu'il y avait 1000 places vacantes il y a 3 ans, plus que 400 il y a 2 ans, plus que 100. Ah, trop bien. Ah non, c'est quasiment, on a tourné la page. Ouais. Mais ça fait quand même un trou. Ouais, il y a eu un trou, ouais. C'est voilà. Ça, et ce trou-là, il va se répercuter d'année en année. Exactement. Et donc, j'en profite pour dire que l'Ordre vient de publier là une étude sur la projection démographique. Donc, elle a demandé à un institut de gens très savants d'essayer de projeter la population, le nombre de pharmaciens en France jusqu'en 2050. Ok. En modélisant en fait, en fonction des entrées de diplômés, des barres à la retraite, en fonction des métiers, quelle était la courbe, si on allait manquer de diplômés ou pas. Et en fait, jusqu'en 2032, ça continue à se casser la figure. Hein. Ah ouais. Ouais. Il y a une inflexion à partir de 2032 où après ça va revenir en 2050 au niveau supérieur à 2023, je crois. Oui, cela dit, c'est pas étonnant parce que 2032, ça fait dans 7 ans, quoi. Enfin, c'est pas si dans longtemps que ça. Oui, c'est bientôt. C'est bientôt. Mais on a un peu moins de 10 ans là, de décrue du nombre de diplômés et disponibles sur le marché, en fait. Ouais. Et après, ça reprendra. Voilà. Et cette étude est publiée, elle est disponible sur le site internet de l'Ordre, sur les posts LinkedIn que l'Ordre fait. Donc c'est une première étude avec un modèle qui demande d'être validé, mais qui corrobore bien ce qu'on avait en tête, quoi. Parce que le pharmacien, c'est un pilier essentiel, je trouve, du système de santé en France. Enfin, en France et probablement dans le monde, en tout cas. Et comment est-ce qu'on va faire alors? Enfin, qu'est-ce qui va se passer pendant ce creux? Alors, il se passe ce qui se passe aujourd'hui en pire, quoi.
C'est-à-dire pénurie de pharmaciens, c'est difficile d'en trouver. Est-ce que du coup ça va pas avoir un risque des changements justement de fonctionnement profond de fragiliser le monopole? Et oui, on peut toujours se dire il n'y a plus de pharmaciens, vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'on fait? on va aller chercher d'autres gens aussi sûrement compétents. Ouais, c'est un risque, ça remet en cause le modèle. Oui. Ça remet en cause le modèle et donc il faut se battre pour augmenter en compétences, augmenter en quantité et en qualité le nombre de diplômés, ouvrir la profession aussi. Peut-être qu'il faut trouver des mécanismes d'ouverture. Par exemple, là, les médecins étrangers accèdent plus facilement à la profession médicale, sont régulièrement, leurs diplômes sont reconnus, ils font passer par là, c'est peut-être, c'est bien d'avoir des diplômes étrangers, des étrangers qui viennent exercer en France. On parlait d'enrichissement par d'autres façons de travailler, d'autres méthodes de travail, d'autres cultures aussi, d'autres regards. Donc peut-être qu'on va passer par cette ouverture-là et très bien. J'ai vu que vous aviez fait, j'ai vu sur LinkedIn que vous aviez fait un kit de communication à l'attention des pharmaciens qui iraient dans les écoles pour présenter le métier. C'est trop bien ça. Bon, tant mieux. Ça fait fureur. Ça fait fureur. Donc voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Donc ça passe vite, encore une fois ça passe toujours très vite. J'aurais envie de vous demander, est-ce que vous avez des conseils pour les futurs pharmaciens qui nous écouteraient? Oui. Des conseils pour les pharmaciens industriels. Oui, c'est surtout des pharmaciens industriels qui nous écoutent et des pas pharmaciens. D'avoir confiance en eux, parce que à nouveau, c'est un diplôme, je pense, c'est vraiment la Rolls. Pas qu'en France, dans le monde. Moi, j'ai été dans des labos internationaux où on me demandait si j'avais pas des confrères quand il y avait des postes qui se libéraient à l'étranger parce que c'est une formation de très 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 haut de gamme. C'est un métier intense. Alors il y a de tout. Dans les industriels, il y a des chercheurs, il y a des gens en marketing, il y a des pharmaciens responsables, il y a des industriels, des distributeurs. C'est un métier ultra varié. Et donc, ça veut dire qu'on y trouve sa place. Et puis, les mobilités dans les entreprises, c'est institué, c'est facile. On reste jamais dans son poste pendant 30 ans, ça n'existe pas. Donc, si ça convient pas, on va ailleurs, on bouge, voilà. Et si c'est pas dans le même labo, ça peut être ailleurs. C'est un milieu extrêmement vivant, extrêmement dynamique. C'est une industrie en croissance depuis toujours et les perspectives sont extrêmement favorables. Il y a des innovations thérapeutiques permanentes. Les laboratoires sont extrêmement riches, donc les capacités d'investissement, de recherche, de développement sont considérables pour des décennies. Le métier de pharmacien responsable, il est aussi un peu pérennisé parce que les évolutions européennes le confortent. La prochaine, la réforme de la réglementation pharmaceutique européenne qui est en gestation, laisse aux États le soin d'organiser leur propre système. Donc, l'État français, l'ANSM, ils trouvent tout à fait leur compte avec les pharmaciens responsables et tout le dispositif. Quand je dis pharmacien responsable, c'est l'ensemble du concept avec des pharmaciens inscrits à l'ordre, des adjoints, des PRI, tout ça. Donc ça peut être une voie pour les pharmaciens industriels. Donc on y rencontre des gens super intéressants. C'est très haut, c'est scientifiquement, sur le plan médical aussi très riche, très intéressant. C'est un métier qui a du sens. On soigne les gens. On travaille beaucoup en collectif. On rencontre plein de gens. On bouge à l'étranger. On bouge dans son entreprise, dans d'autres entreprises. Il y a beaucoup de labos. Il y a 400 laboratoires pharma. C'est une industrie très morcelée. Donc on peut aller faire des carrières dans des big pharma, mais aussi des startups. Il y a beaucoup de possibilités. Incroyablement intense et passionnant, quoi. Donc je me suis éclaté, quoi. C'est pas terminé, mais je me suis éclaté toute ma vie. Et puis on peut faire des choses à l'extérieur, on peut s'investir à l'ordre, et on peut faire de la formation, on peut faire des interventions, on peut faire des podcasts. Non, mais franchement, c'est un secteur que moi je trouve irrésistible, quoi. C'est vrai. Et comment on peut faire, comment on pourrait faire pour s'investir pour l'ordre et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se présenter
et puis être élu, je sais pas, se faire élire. Voilà, c'est bientôt les élections là. Ouais. C'est dans quelques semaines, donc je crois que les candidatures sont ouvertes. Il faut trouver 4 confrères, donc 2 hommes, 2 femmes, parce qu'en fait il y a un système de parité. Il y a 2 titulaires, un homme et une femme, et c'est leur remplaçant, un homme et une femme. Et voilà, donc il faut constituer des attelages de 4 et se présenter, faire une petite profession de foi, une petite bafouille pour dire quel sera votre programme, et puis vous faire élire, faire campagne, vous faire élire, faire campagne, c'est vraiment élire, comme ça, quoi. Comme pour les municipales. Il n'y a pas de panneau d'affichage, mais on peut faire pareil, et puis voilà, puis consacrer un peu de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, potentiellement ça peut absorber un plein temps ou être plutôt limité quand on en a pas. Bon, il faut essayer, en général quand même, quand on s'engage, c'est pour faire des trucs, pour faire des choses et y consacrer du temps. Excellent. Et il y en a d'autres, hein, je pense à nos confrères pharmaciens responsables ou délégués, d'inscrire leurs pharmaciens à l'ordre. Ouais. Tous les adjoints peuvent être inscrits à l'ordre. Hein. Pour être pharmacien responsable intérimaire ou pharmacien responsable, faut avoir une expérience, ce qu'on dit une expérience pratique de contrôle ou de pharmacovigilance. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tous les pharmaciens adjoints sont inscrits sans condition. Il suffit d'avoir un diplôme, d'être attaché à un établissement, parler français, ça suffit. Donc ça fait, je veux dire, un ordre puissant, c'est un ordre qui a des adhérents, des inscrits, des ressortissants, quoi. Et donc, il y a plein de pharmaciens dans l'industrie qui sont pas inscrits à l'ordre et qui pourraient l'être. Il y a une petite cotisation, mais pour les entreprises, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, ça donne beaucoup de poids à la section B et à l'ordre, qui est d'ailleurs une section qui est en croissance depuis toujours, qui est la plus jeune de l'ordre, qui est en croissance. Une des 2 sections en croissance, et dans la population, à l'inverse de la tendance générale des pharmaciens, est aussi en croissance jusqu'en 2032. Donc en fait, c'est une population qui est super dynamique. Super dynamique, ça marche très bien en fait. Très bien. Est-ce que les gens peuvent vous contacter si jamais ils ont des questions ou si jamais ils veulent... Eh bien, sur le site de l'Ordre, il y a une rubrique « Le Conseil Central B » avec tous nos noms, tous nos contacts, tous les conseillers. Et les étudiants peuvent prendre contact pour avoir des informations. Moi, je serai bientôt à la NEPF à Lille à la fin de la semaine. Ensuite... à Lyon, à l'A3P, je crois. Oui, c'est possible. C'est ça. C'est en mars, je crois. Hein. Oui, c'est ça, avec Laure Brenas, qui est la présidente de la section C. Ensuite, nous serons à Lille, à nouveau, avec l'ensemble de la section, rencontrer les étudiants à la fac de pharma le 3 et 4 avril. Oui. Donc, les étudiants peuvent, de toutes les filières industrie, de toutes les facs de France, peuvent nous contacter pour qu'on leur rende visite, qu'on organise des choses ensemble. Et puis, les confrères peuvent évidemment nous contacter quand ils ont des questions techniques. Ouais. Bien sûr, hein. Et moi, je suis très heureux quand on arrive à trouver des solutions, ou même quand ils ont des difficultés professionnelles, que s'ils sont en conflit avec leur employeur, ou qu'ils savent pas se sortir d'une situation, ou voilà. Il faut surtout pas rester isolé. Il y a des conseillers qui sont liés par le secret, qui connaissent le métier, dont c'est la fonction. On est élu pour protéger, défendre. On est au service de nos électeurs, quoi. Donc il faut absolument le rappeler. Et puis c'est pas une tour d'ivoire, c'est pas une assemblée de copropriétaires. On est là au service. Non, mais vraiment au service des confrères et de la profession. On est là pour ça, quoi. C'est notre métier. Donc on est à la disposition et on le dit souvent. Et il y a plein d'histoires géniales. Hein. Enfin, quand on arrive à résoudre des situations professionnelles compliquées, c'est extrêmement intéressant. C'est une confraternité, donc c'est pas une confrérie, c'est pas une guilde une guilde obscure, mais c'est de la confraternité. Ça veut dire on est là pour ouais, exactement. Et ça, c'est rare aussi, hein. Parce que c'est un truc très important, et je pense que chez les jeunes, c'est important d'appartenir à des communautés, surtout quand on démarre dans le monde professionnel, appartenir à un groupe qui peut aider, qui peut parrainer, qui peut conseiller, qui peut orienter, qui peut soutenir. C'est extrêmement précieux. C'est vrai, trop bien. Et puis on retrouve aussi la revue de l'Ordre, c'est reçu quand on est inscrit, c'est ça ? Oui, mais elle est en libre accès sur le site de l'Ordre le jour de sa parution. Trop bien. Du coup, vous retrouverez les résultats de l'enquête
dans le prochain numéro. Donc. Absolument, de même que les questions sur la démographie, les projections démographiques. Cette revue est excellente. Non, vraiment. Moi, nous sommes des petits contributeurs, industrie, mais globalement, le travail fait par l'Ordre et le département de la communication et l'ensemble des collaborateurs est excellent, vraiment. N'hésitez pas à aller voir en tout cas sur le site de l'Ordre. Merci à tous de nous écouter. En tout cas, j'étais ravi de faire cette interview parce que j'ai appris plein de choses et c'est vrai que l'Ordre pour moi c'était mystérieux, mais c'était aussi quelque chose d'important que j'ai toujours voulu en savoir plus et du coup pouvoir faire partager à tout le monde, surtout avec vous, le président. Donc c'est top. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, c'était un honneur et franchement, à bientôt.